Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo retour de lecture où je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 comics et sans plus attendre, on va débuter par le premier, qui n'est rien d'autre que Fantastic Four de Ryan Murphy au scénario, Iban Coelho au dessin, Ivan Fiorelli et Leandro Fernandez également au dessin sur certains numéros. Donc, qu'est-il arrivé aux 4 Fantastiques? C'est la relance des Fantastic Four par le scénariste Ryan North. Donc, les Fantastic Four, précédemment, ils ont été scénarisés par Dan Slott et Ryan North a repris la série. Et donc, c'est une série qui sort régulièrement aux États-Unis depuis pas mal de temps. On est à peu près au 40e numéro là-bas. Et ici, c'est la première fois, donc, cette année, que nous avons une sortie concernant cette série. Et ça sort directement en Deluxe au lieu des 100% classiques au départ. Donc ici, on a les 11 premiers numéros, dont un, le numéro 7, qui est le numéro 700 aux États-Unis, qui est un numéro oversized. Et bien écoutez, les 4 Fantastiques, ma relation avec eux, ben, la découverte, je l'ai fait avec certains must-have, dont l'introduction du run de Jonathan Hickman, et surtout avec l'omnibus Fantastic Four par Mark Waid et Mike Wieringo. Je vous en avais fait déjà une présentation et j'avais appris à aimer cette famille et j'avais envie d'en découvrir plus. Et c'est vraiment pour moi, les 4 Fantastiques, c'est la représentation d'un groupe super-héroïque, mais qui sont totalement dans l'entraide et on vit dans leur cellule familiale et c'est hyper plaisant et agréable. Et malgré cela, ils ont quand même un bestiaire d'ennemis qui est assez important quand on y pense, quand on voit Galactus, quand on voit Docteur Fatalis, entre autres. Et moi, c'est vraiment un groupe super-héroïque que j'ai envie d'approfondir. Et là, c'était l'occasion, par cette relance, ce Deluxe, et j'en avais entendu beaucoup parler en bien. Donc, j'ai découvert cela avec un œil vraiment très positif. Et donc, pour l'histoire, au départ, on va comprendre que les Fantastic Four ont quitté New York suite à un terrible et mystérieux événement. Et dans les 3 premiers numéros, on va voir les 4 Fantastiques séparés. On va voir le premier numéro qui va être centré sur Alicia et Ben Grimm, le deuxième sur Sue Storm et Red Richards, et le troisième sur Johnny Storm. Donc on va voir de manière des histoires indépendantes, les unes des autres, leurs petites aventures, les rencontres qu'ils vont faire et surtout les dangers. Par exemple, dans le premier numéro, avec Ben Grimm et Alicia, ils vont faire le tour des États-Unis, ils vont se retrouver dans un petit village et ils vont se rendre compte que c'est un petit peu bizarre ce qui se passe parce que les gens qu'ils croisent, eh bien, vivent toujours la même journée. C'est un peu Un jour sans fin, ce film de Bill Murray. Et donc, c'est une boucle temporelle. Et ils vont essayer de se démener pour trouver la clé pour arrêter tout cela. C'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant. Et sur chaque numéro, dans ces 3, voilà, ça va être intéressant parce qu'on va se poser et on va voir chacun des personnages, ses qualités. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément les 4 Fantastiques, c'est une bonne introduction. Ensuite, donc les 4 Fantastiques vont se retrouver, vont se réunir. Et donc, ça c'est super, c'est un moment assez agréable à voir. Et ensuite, ils vont reprendre le boulot de super-héros. Ils vont avoir pas mal d'ennemis, dont Docteur Doom, qui vont intervenir. Les robots de Docteur Doom. Et donc, c'est vraiment un début de série qui démarre très bien, je trouve. Et les 4 Fantastiques, c'est des explorateurs, c'est des inventeurs. Reed Richards, c'est un cerveau, c'est le plus grand cerveau de l'univers Marvel. Et donc, il va y avoir beaucoup de concepts de science-fiction, beaucoup de concepts même au niveau de la magie et du fantastique. Et donc ça, c'est vraiment top. Et au niveau des dessins, je trouve qu'Iban Coelho,
bah, ça colle bien à la nature de cette équipe de super-héros. Ça me rappelle un peu les dessins de Mike Wieringo sur l'omnibus avec Mark Waid. Assez cartoony, un style assez cartoony, assez coloré, assez lumineux. Voilà, c'est une série qui est vraiment assez optimiste malgré les dangers que rencontre l'équipe. Et on sent toujours ce lien défectible de la famille qui sont capables ensemble de résoudre tous les problèmes. Donc là, vous voyez, c'est Johnny Storm. Johnny Storm qui, parce que les 4 Fantastiques, au début de cette série, ils sont en banqueroute et puis ils sont très mal vus par la population. Ce qui me rappelle également le run de Fantastic Four par Mark Waid. Donc il y a beaucoup de points communs avec le run de Mark Waid et j'aime bien. Et aussi au niveau des arcs scénaristiques, on est plutôt habitué à des arcs scénaristiques en 5 ou en 6. Et là, c'est un peu plus à l'ancienne. On va avoir des mini-arcs, donc sur 2 numéros, 3 numéros. Mais ce qui n'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir. Et vraiment, moi, j'ai bien apprécié ce Deluxe. C'est très prometteur. Il y a beaucoup de choses qui sont semées par le scénariste pour des choses à venir. On fait des bonds dans le futur, on fait des bonds dans le passé, et c'est vachement intéressant. Moi, j'ai passé un bon moment. À voir par la suite si ça confirme, par exemple sur le deuxième Deluxe, j'espère qu'on l'aura bientôt, eh bien ce bon démarrage de ce run de Fantastic Four par Ryan North, Ivan Coelho, Ivan Fiorelli et Leandro Fernandez chez Panini Comics, dans une édition de luxe que moi je trouve vraiment bien. J'aime beaucoup les Deluxe chez Panini. C'est à la fois un format où on a des pages, des grandes pages. Les finitions sont souvent très bien faites. Là, par exemple, cette couverture avec du vernis sélectif. Et puis, ça, c'est des belles paginations. Donc, très agréable pour la prise en main. Ensuite, je vais vous parler d'une seconde lecture qui est une suite d'une série que je suis chez Urban Comics. C'est la série Transformers de Daniel Warren Johnson au scénario pour ce deuxième volume. Et on va retrouver au dessin George Corona qui prend le relais de Daniel Warren Johnson pour la suite. Et Mike Spicer toujours à la colorisation. Très belle couverture, très beau choix de couverture pour ce volume. Et toujours cette charte graphique singulière chez Urban pour cet univers, donc l'Energonverse ou l'Energonverse selon le pays d'où on vient. Aux États-Unis, on dit Energonverse. Donc déjà, premièrement, je voudrais faire un point sur le dessin. Quand j'ai appris que c'était George Corona qui reprenait le dessin à la place de Daniel Warren Johnson, j'ai eu une petite déception en me disant que ça allait être moins bien. Mais au final, mes a priori sont vite estompés parce que George Corona prend le relais de Daniel Warren Johnson de manière admirable. On n'y voit même pas la différence au final. Et je trouve même que c'est un poil mieux sur certains aspects. Au niveau de l'humanisation des robots, par exemple. Et ça marche très bien. Franchement, le dessin marche très bien et George Corona, il prend la relève comme si c'était transparent pour le lecteur. Ensuite, au niveau de l'histoire, c'est la continuité du tome 1. Donc on retrouve les Autobots qui ont réussi à prendre l'avantage par rapport aux Decepticons. Mais ils sont quand même assez fragilisés. Il y a toujours cette difficulté de trouver donc de l'énergion, qui est leur énergie, qui peut leur permettre de vivre et de combattre. Et donc on va voir également pas mal d'événements et de combats. Donc ça va être un tome très centré sur l'action. On va avoir une lutte intense vraiment entre les Decepticons et les Autobots. Et donc c'est sur la même lignée que le tome 1. Malgré cela, je trouve que c'est plutôt bien, mais que ça n'avance pas tant que ça. Donc j'attends de voir le tome 3, comment ça continue, comment ça avance, et puis également l'interaction avec les autres séries, que ce soit G.I. Joe ou autres, voir où on va. Voilà. Parce qu'on tourne un peu en rond sur cette lutte entre les Autobots et les Decepticons.
J'ai été également un peu perdu par rapport à des références, sur l'univers des Transformers. Je n'ai pas forcément tout saisi, toutes les nuances, toutes les références par rapport à cet univers et je pense que quelqu'un qui est, habitué aux Transformers et beh, il peut prendre plus de plaisir que quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet univers. Parce qu'on sent que Daniel Warren Johnson, il connaît par cœur ce lore et c'est néanmoins bien, mais c'est c'est pas au niveau de la claque que j'avais pris avec le tome 1, donc j'attends de voir pour le tome 3. Mais c'est quand même une série qui est de bonne facture pour Transformers, donc chez Urban Comics, avec Daniel Warren Johnson au scénario et George Corona au dessin. Ensuite, je vais vous parler également d'une autre suite, c'est Batman Superman World's Finest. On arrive donc au tome 5 de cette série que j'apprécie beaucoup, l'une de mes meilleures séries super-héroïques que je suis ces derniers mois, même dernières années maintenant. Donc là, on arrive dans un arc où on va voir deux personnages dans cette série, deux personnages un peu obscurs de l'univers d'ici, Mister Mxyzptlk qui est là, et également Bat-Mite qui est présent ici. Donc, c'est des personnages qui viennent de la 5e dimension. Lui, c'est un elfe, Mister Mxyzptlk, et Bat-Mite, c'est le plus fervent fan de Batman. Et donc, on démarre ce volume avec un épisode où on va voir Lex Luthor et le Joker faire équipe pour combattre Batman et Superman. C'est plutôt pas mal, c'était plutôt une bonne introduction à ce volume. J'ai plutôt bien apprécié. Donc, mais ça n'a rien à voir avec l'arc qu'on va avoir après. Et tout de suite après, on va avoir donc l'introduction de ces deux personnages de la 5e dimension qui vont vraiment être... moi, j'ai pas du tout d'attirance pour ces deux-là. Hein. Je pense que je ne les aimais pas, même avant la lecture de ce volume. Et puis au final, j'ai trouvé ça assez divertissant, assez plaisant, ce que je retrouve souvent sur cette série. Et du fait aussi du dessin de Dalmora, qui, moi, me plaît énormément. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments très drôles. Les deux personnages y sont pour beaucoup. Et également des moments assez touchants sur la fin du volume en particulier, sur le dernier épisode de l'arc. Donc c'est un tome peut-être un ton en dessous des 4 précédents. Mais c'est quand même très agréable et c'est un très bon divertissement. Donc moi j'ai pris du plaisir. Je prends du plaisir à suivre cette série. Donc je suis pas du tout déçu. Et voilà, Mark Waid a réussi à me faire accrocher à des personnages que j'en ai vraiment rien à faire. Et je trouve que c'est vraiment talentueux de sa part. On voit également une utilisation de Jimmy Olsen qui est assez intéressante. Donc voilà, beaucoup de références à l'univers d'ici, même à son historique du biais des différentes dimensions. Donc franchement, très positif, même si je trouve que par rapport aux arcs précédents, c'est un ton en dessous. Voilà pour Batman Superman World's Finest, le tome 5. Ensuite, on va passer à une nouveauté chez Urban Comics, c'est ce One Hand and the Six Fingers de Ram V et Laurence Campbell pour The One Hand et Dan Watters et Sumit Kumar pour la série Six Fingers. Donc là, c'est une série qui va sortir en 5 volumes chez Urban, où on va avoir de rassembler un épisode de chaque série. Ces séries se répondent, car en effet, dans The One Hand, on va avoir la vision d'un inspecteur qui s'appelle Harry Nassar, et dans l'autre, Six Fingers, on va avoir la vision d'un personnage qui est le criminel. Donc on va avoir une histoire vue sur 2 points de vue, 2 angles, l'un du criminel et un de l'inspecteur. Là, c'est vraiment le début, donc j'ai lu que les premiers épisodes de chaque série. J'ai vraiment aimé l'ambiance, une ambiance très polar. Donc ça se passe à Neo Novena en 2873, donc dans un monde très futuriste.
Et on va rencontrer, donc, dans le premier épisode de The One End, Harry Nassar, qui est un inspecteur qui part à la retraite. On le voit qui fait son pot de départ au commissariat. Et il va s'avérer qu'il va y avoir un crime qui va se dérouler. Et ce crime est lié à une affaire qu'il a suivie il y a très longtemps, qu'il a résolue même, avec un tueur en série qui signait sur toutes les scènes de crime par des cryptogrammes et une trace de sa main ensanglantée. Et donc il a réussi à l'arrêter une première fois, il a eu affaire également à un copycat une seconde fois, et là, cette affaire réapparaît, ce criminel réapparaît, et lui il dit je ne pars pas à la retraite avant de l'avoir mis en tôle. C'est son affaire, c'est l'affaire de sa vie. Et donc c'est très intéressant de voir cet inspecteur, et surtout, également ce que j'ai aimé dans ce premier épisode, c'est le côté un peu rétro dans l'ambiance, polar rétro, mais dans un monde futuriste où c'est fait de manière assez fine. Par exemple, on va avoir une fille qui traîne avec l'inspecteur Harry Nassar, une fille de joie, et qui n'est rien d'autre qu'une androïde. Donc voilà, il y a des choses présentes qui sont futuristes, mais la plupart du temps, on pourrait se dire que ça se déroule dans les années 60-70. Donc ça, je trouve ça pas mal du tout. Sur le deuxième épisode, donc Six Fingers, là on va voir un personnage qui est un peu un loser au départ. C'est un archéologue, il souhaite être un archéologue. Et puis on voit qu'il se fait refuser tous ses projets par ceux qui pourraient le financer. Au niveau relations amoureuses, c'est assez compliqué. Il se fait donc quitter dans ce premier épisode. Et on voit un peu le mal le ronger petit à petit. On a une révélation à la fin de l'épisode. Voilà, on sait, et c'est pas spoilant ce que je vais dire, mais c'est le criminel donc qu'on suit. Et c'est plutôt intéressant. Donc à voir comment les séries se répondent au fil des numéros. C'est un format de publication qui est assez intéressant. On retourne à des choses un peu plus anciennes comme le kiosque. Mais là, je pense que c'est un côté aussi, une volonté des scénaristes d'avoir ce type de lecture où, mois après mois, on suit l'évolution de l'affaire, cette chasse à l'homme, hein, cette enquête, et de se faire sa propre enquête dans sa tête, hein, se faire réfléchir entre les numéros. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En plus, il y a un coffret qui est pas mal du tout. Donc ce coffret, voilà, qui est présent ici, où on va pouvoir glisser nos 5 petits soft covers dedans. Donc ça, c'est une chouette idée d'Urban Comics, et c'est quelque chose qui m'a motivé à aller sur la série aussi, car avec un beau coffret, voilà, ce genre de choses dans la bibliothèque, ça traîne, ça s'abîme, mais avec ce beau coffret, ils seront en sécurité, et ça, c'est chouette, et il est super joli. Voilà, donc, premier tome assez prometteur, j'attends de voir ce que ça donne. On est vraiment dans un polar, avec un contexte futuriste, mais qui est assez fin pour ce début de série. À voir. Je ne peux pas juger encore sur le premier numéro, mais c'est prometteur en tout cas, et je suivrai donc la prochaine publication le mois prochain. Ensuite, je vais vous parler de Gone de Jock au scénario et au dessin. Donc ça, c'est le deuxième ouvrage sorti chez Delcourt du label Distillery. Je vous avais déjà parlé de Somna, qui était sorti en fin d'année dernière, qui ne m'avait pas forcément embarqué ou accroché. J'étais pas réceptif forcément à toutes les thématiques abordées. Mais voilà, j'avais trouvé quand même que le travail artistique, il était assez remarquable. Mais le fait que ça ait eu un Eisner, je pense que j'avais eu pas mal d'attentes. Concernant Gone, donc du scénariste Jock et dessinateur, parce que Jock, qu'on connaît principalement pour être un dessinateur, il fait tout sur ce volume. Donc là, on va être dans de la science-fiction pure. On va découvrir donc une jeune fille au départ de cette histoire qui vit dans des sortes de bidonvilles dans ce monde futuriste où la famine règne, et elle vit avec sa mère qui est enceinte. On va voir très vite qu'il y a
ce monde futuriste, il y a des pauvres très pauvres et des riches très riches qui peuvent se permettre des sortes de croisières intergalactiques dans l'espace et dans des vaisseaux très confortables, très spacieux, avec toute la nourriture possible et inimaginable. Donc voilà, on voit un petit peu le contexte social que veut nous montrer Jock au départ. Euh, et donc ça, c'est plutôt intéressant comme point de départ. Au niveau du récit en lui-même, donc c'est divisé en 3 numéros, mais des gros numéros de 50 pages. On va voir cette jeune fille qui finalement va se faire piéger dans l'une de ces navettes, la plus grande navette existante, en essayant de voler de la nourriture pour sa famille, avec d'autres personnes qui ont un but différent d'elle. C'est que eux, ils veulent vraiment détruire le vaisseau, prendre le pouvoir du vaisseau et un petit peu faire une forme de révolution. Et donc ça va être ça qu'on va voir. Et on va voir aussi un capitaine assez brutal, assez antipathique. Donc ça, la caractérisation des personnages, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Au niveau du scénario, j'ai trouvé que c'était quand même un poil classique. Jock nous fait des tentatives de twist, mais qui finalement font très vite pchit. Je trouve que le scénario est vraiment le point faible du récit. Euh, j'ai trouvé ça vraiment très classique pour un récit de science-fiction. Ça pourrait, voilà, parler comme de Snowpiercer, ce film de Bong Joon-ho, où voilà, il y a des choses qu'on a déjà vues. Par contre, le dessin, c'est vraiment le point fort. Jock, c'est un style assez particulier, mais moi que j'aime bien. J'avais bien aimé sur Snow Angels ou même également sur One Dark Knight. Mais le scénario pêche un peu. Et la conclusion, j'ai trouvé quand même assez décevante aussi. Même si je vois tout le côté relationnel, parce qu'on va avoir voilà, des révélations sur des liens entre certains personnages. Et moi, j'ai pas été surpris, bluffé. Voilà, c'est pas que je m'y attendais, mais ça m'a pas fait grand-chose. Donc, c'est pas une lecture que j'ai fortement appréciée, loin de là. C'est une lecture assez moyenne. Donc voilà, pas une déception, mais une lecture assez classique et moyenne, qui ne me marquera pas, je pense. Gone de Jock au scénario, au dessin. Euh, voilà, Label Distillery, ben, j'ai fait 2 lectures et c'est deux lectures moyennes. Donc j'espère que le 3e volume de Spectrograph de James Tynion Ford et Christian Ward ben, me fera apprécier les histoires de ce label. Euh, voilà, ça, j'ai pas accroché. Peut-être que certains autres pourront accrocher, mais pour moi, c'est pas une lecture marquante. Et voilà pour Gone de Jock au scénario au dessin. Ensuite, on va passer à Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath, sorti chez Ankama. Donc Ankama, c'est pas une maison d'édition où je me procure régulièrement des ouvrages chez eux. Et Patrick Horvath, ben, c'est un Américain, et donc c'est du comics que nous propose Ankama avec cet ouvrage. On va... donc déjà le style graphique, moi j'ai adoré Patrick Horvath. Assez mignon, hein, on pourrait penser que c'est un livre pour enfants au départ quand on le feuillette, mais on va voir rapidement que pas du tout, c'est pas un livre pour les enfants. Bon déjà la couverture... je trouve qu'il y a un très beau travail d'édition d'ailleurs, d'autoilé, et puis on a une sorte d'embossage sur la couverture où vous voyez tous ces buissons autour, et bien, au toucher on les sent, et le sang d'ailleurs on le voit dans la poche de ce petit ourson, cette petite oursonne en l'occurrence, Samantha. Ce n'est pas des cerises ni des groseilles, mais on pourrait le croire si on regarde vite fait la couverture. Donc comme vous pouvez l'imaginer, on va avoir un titre avec un style assez coloré, assez lumineux, avec des personnages anthropomorphiques. Et vraiment, c'est très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé ce style de Patrick Horvath. Et on va avoir une histoire finalement très très sombre, où on va découvrir dans une charmante petite ville, où tout le monde se connaît. C'est vraiment le village typique.
où tout le monde connaît ses voisins. Et on va voir que Samantha Strong, qui est donc une personnage représentée en ours, au départ d'ailleurs on ne sait pas trop si c'est un ours ou une oursonne, parce qu'on l'appelle Sam tout le temps. Ça m'a pas trop choqué, mais c'est juste que quand on l'a appelée Samantha la première fois, je me dis, ah oui, c'est une femme. Et pour le coup, ben, Samantha Strong, elle travaille dans une boutique de peinture, mais les week-ends, ses loisirs, c'est finalement d'aller dans la grande ville, dépecer, tuer des gens. C'est une meurtrière, elle prend du plaisir dans ça. C'est vraiment une tueuse en série. Et un jour, un événement va se dérouler dans ce petit village. C'est qu'il va y avoir l'un de ses habitants qui va être assassiné. Et de manière assez visible par tout le monde, parce que c'est pendant le carnaval. Et là, pour Samantha Strong, ben, ça va être un choc. Et c'est surtout pour elle le fait qu'elle a peur d'être attrapée, qu'on arrive à faire le lien entre elle et ce meurtre et ces autres meurtres. Et donc elle va se mettre en quête de trouver l'assassin qui va continuer dans ce village à tuer des gens. Donc il va y avoir un blackout, les gens ne pourront plus sortir à partir de 19h, tout le monde va avoir peur. Et ce petit village tout mignon, où tout le monde s'apprécie, finalement, ben, va y avoir certaines craintes envers les uns et les autres. Et Samantha Strong, bien, elle va enquêter, elle va chercher qui est l'assassin. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'il faut garder un petit peu le plaisir de lecture. Je vous dis pas tout, mais là, vous voyez déjà, cette planche montre beaucoup sur la violence qu'on va voir quelquefois dans ce volume. Ça m'a rappelé quelquefois, il y a quelques scènes qui m'ont rappelé une soif légitime de vengeance de Rick Remender et André Lima Rojo, qui est assez violent et assez brutal. Eh bien, on peut retrouver ce genre de planche dans ce volume. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué et c'est mon coup de cœur de cette session de lecture. Belle découverte, à la fois d'un artiste, Patrick Horvath, que je ne connaissais pas, qui a un style assez agréable à voir, hein, assez enfantin, mais au final, l'histoire, le scénario est hyper sombre, quoi. Et donc j'aime bien cette dichotomie entre les deux. Donc pour moi, c'est du tout bon. Ben as the Trees Where Nobody Sees, c'est mon coup de cœur du début d'année. Voilà, donc bien content de l'avoir lu, de l'avoir découvert. Voilà pour ce retour de lecture. Donc 6 lectures, des choses qui m'ont marqué, d'autres moins. Mon coup de cœur, comme je vous l'ai dit, c'est Beneath the Trees Where Nobody Sees chez Ankama de Patrick Horvath. Ensuite, en deuxième, je dirais quand même, à défaut, Batman Superman World's Finest, la suite. Parce que j'aime cette série, j'aime Dan Mora. Et ensuite, Fantastic Four, que j'ai bien apprécié ce début de série, à voir par la suite. Mais c'est vraiment très agréable de retrouver les 4 Fantastiques dans une série. Eh ben, ça fait longtemps, quoi. Et c'est vraiment une famille que j'aime. Et c'est pour moi mon groupe de super-héros préféré. Vraiment, je suis attaché à eux. Et ça fait plaisir de les revoir. Et puis, très prometteur, ce premier numéro également de The One Hand and Six Fingers. À voir par la suite, ce n'est qu'un seul numéro. On verra. Mais en tout cas, de chouettes lectures pour ce début d'année. Nous, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, et également à mettre un petit pouce. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez lu l'un de ces ouvrages et qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse fortement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!